C'est bon. Bonjour et bienvenue à La République en marche et à ce débat intitulé Régulation du capitalisme et soutenabilité. Ce débat s'inscrit dans le programme de réflexion du mouvement sur l'après-crise intitulé Reconstruire ensemble. C'est un programme que nous avons lancé le 20 avril dernier qui s'étale sur 10 semaines pour pouvoir aborder une thématique par semaine. Et l'objectif est de parvenir à fin juin à la formulation officielle d'une position du mouvement sur l'après-crise, avec un ensemble de propositions concrètes que nous pourrons mettre à disposition et des législateurs, dont nous avons une ici aujourd'hui, et de l'exécutif. Donc nous sommes à la semaine 3 de ce programme, après avoir abordé le sujet du travail et de ses mutations, et également la transition écologique. Et là, nous allons donc aborder ce thème autour des régulations du capitalisme et des soutenabilités. Et comme chaque semaine, je signale que les adhérents peuvent aussi participer à ces propositions, aller sur le site pour voir comment vous pouvez le faire. Et vous pouvez également soumettre vos questions que j'aurai le plaisir de partager à nos invités en fin de débat. Mais pour le débat aujourd'hui, sans plus attendre, nous avons le plaisir d'accueillir Olivia Grégoire. Bonjour Olivia. Bonjour. Députée de Paris, vice-présidente de la Commission des finances. Vous êtes également porte-parole du groupe La République en marche à l'Assemblée nationale. Vous avez été, c'est important, présidente de la commission spéciale sur la loi Pacte, et on verra comment la loi Pacte peut être un élément de réponse et peut-être faut-il encore continuer par rapport à ces nouvelles régulations. Et vous avez été précédemment, avant d'être députée, fondatrice et directrice d'une agence spécialisée dans l'accompagnement des PME, TPE. Nous avons également le plaisir de recevoir Patrick Artus, professeur d'économie à l'École d'économie de Paris. J'avais le plaisir de lire un certain nombre de vos ouvrages quand j'étais étudiante, Patrick Artus, donc je suis très heureuse de vous rencontrer pour la première fois. Vous êtes également, en plus de vos activités académiques, chef économiste de Natixis, et vous avez l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages, dont les deux derniers sont liés au thème du débat, Si les salariés se révoltaient, et puis Discipliner la finance, paru en mai 2019. Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir Armelle Weisman. Vous êtes senior advisor chez Deloitte dans le département développement durable. Vous êtes présidente du réseau Entreprendre Paris. Vous êtes membre du campus de la transition et vous avez également été auteur d'un rapport récent sur les entreprises à mission. Donc, je voudrais vous demander à chacun d'entre vous, pour la première partie de ce débat, quels sont les premiers enseignements à tirer sur cette crise quant à notre modèle économique. Et je vais commencer par la députée Olivia, vos premières impressions et votre première intervention. Merci Astrid. Je vais aller assez vite pour confronter nos propos et nos points de vue et avoir le plaisir aussi d'entendre Patrick Artus, que je n'avais pas non plus le plaisir de connaître. 3 mots me viennent à l'esprit. D'abord, la première grande conclusion pour moi, c'est l'interdépendance, la mondialisation et sa conséquence directe sur la spécialisation de plus en plus de l'ensemble des économies. Interdépendance et spécialisation des économies et des industries qui nous amènent à nous reposer un certain nombre de questions aujourd'hui, je crois, pour l'après, sur les industries, les économies que nous estimons indispensables à avoir en France, comment faire pour les préserver en France, comment faire pour en ramener d'autres en France. On élaborera, j'imagine, des pistes de solutions après, mais c'est un sujet majeur, c'est autour du faire. Et aujourd'hui, l'interdépendance et la spécialisation, c'est une des grandes leçons du Covid-19. Deuxième grande leçon, la grande leçon que je tire notamment au plan personnel, c'est toutes ces femmes et ces hommes qui, n'étant pas nécessairement salariés, pour la plupart indépendants, pour la plupart avec des tout petits contrats de travail, livreurs ou vendeurs, nous ont aidés à passer la crise. Évidemment, il y a les soignants, mais il y a aussi tout un monde d'indépendants, un monde qui ne sont pas des travailleurs salariés, qui ont été, à mon sens, les premiers de trancher et qui, aujourd'hui, pour le dire simplement, je pense, ne sont pas assez reconnus en matière de salaire et en matière de protection, peut-être sociale et juridique. Ma troisième grande leçon, c'est une leçon pour l'avenir aussi, c'est que compte tenu des interdépendances croissantes, les tensions vont croissantes
et le spectre des protectionnismes est extrêmement prégnant. Les protectionnismes dont on le sait qu'ils sont simplistes, bien souvent illusoires et bien souvent coûteux en réalité, puisqu'ils augmenteraient le prix de nos biens comme de nos services. Les protectionnismes risquent d'apparaître comme une solution, une sortie de crise pour un certain nombre de pays pour protéger leurs industries et mieux se reconstruire. Et je pense que c'est un spectre auquel il faut être très vigilant. Donc interdépendance, spécialisation des industries, le sujet de la partage de la valeur avec tout un nouveau pan dans le monde du travail, de travailleurs non salariés qui ont été indispensables, et la montée à craindre des protectionnismes. Merci Olivia. Patrick Artus. Oui, alors très rapidement. Bon, je crois que cette crise est l'occasion de réfléchir, mais que ça serait une erreur d'analyse de dire que cette crise a quoi que ce soit à voir avec le capitalisme néolibéral ou la mondialisation. D'abord, les problèmes ont commencé bien avant, le débat a commencé bien avant. Donc l'idée qu'il y a un lien entre la globalisation et le capitalisme et la crise sanitaire est quand même, cette idée n'est pas très facile à défendre et le lien est très ténu. Hein. La réalité, c'est que les Chinois mangent n'importe quoi. Hein. Ça n'a pas grand-chose à voir avec Mais comme dans l'esprit des opinions, cette association a été faite, de toute façon, on n'échappera pas au débat, même si ce débat n'a pas de fondement scientifique. Alors, quel est le consensus, je crois, aujourd'hui? Il y a un consensus très large qui me paraît dépasser très largement les partis politiques ou les idéologies des économistes, pour dire que, et je ne me place pas du tout du point de vue moral ou du point de vue éthique, je me place d'un point de vue de l'efficacité économique, que le capitalisme néolibéral post-années 80 n'est pas une organisation efficace de l'économie et de la société. Parce que ce capitalisme, alors je vais vite, il a conduit à des délocalisations excessives, à une déformation du partage des revenus, à de l'instabilité financière, avec de la dette qui dope le rendement du capital, à l'utilisation des énergies fossiles excessivement, à la concurrence fiscale, et maintenant à la réapparition de grands monopoles, hein, ce qu'on croyait interdit. Et donc, il y a un consensus pour dire que tout ça, à nouveau, c'est pas un point de vue ni politique ni éthique, hein, c'est un point de vue d'économiste, dire tout ça est inefficace. On a délocalisé des industries qu'on n'aurait pas dû délocaliser, on partage les revenus d'une façon qui n'est pas convenable, on émet trop de CO2, on déstabilise la situation financière des entreprises et on a des monopoles qui extraient des rentes et qui donc sont une organisation inefficace. Alors, 2 points pour lancer le débat. Le débat, il me semble pas sur le fond. Tout le monde est d'accord là-dessus. Enfin, je veux dire, il y a comme assez peu de. Quand on dit ça, j'ai fait une conférence là-dessus l'autre jour dans un parterre d'administrateurs de grandes sociétés. Ils étaient tous d'accord. Ça montre à quel point il n'y a pas de débat, il me semble, sur tous ces points-là. Hein. Il y a 2 sujets en réflexion. D'abord, tout n'est pas vrai au même degré partout. Et en particulier, la question qui est gênante pour les Français, qui est la question du partage des revenus, la gêne, c'est que la France est un des très rares pays de l'OCDE où il n'y a pas... Alors, je suis pas au même niveau que vous. Évidemment, il y a des professions très mal payées, de façon anormalement mal payées. Mais si on se place au niveau global, macroéconomique, le partage des revenus en France s'est déformé en faveur des salariés, hein, et au détriment des profits. Ce qui est complètement l'opposé de ce qu'on voit aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne, au Japon, etc. Donc il y a une anomalie franco-italienne, mais il n'y a pas d'anomalie. En France, il n'y a pas à redresser le partage des revenus en faveur des salariés globalement. Il peut y avoir certaines catégories de salariés qui ont des salaires anormalement bas, parfois c'est des non-salariés effectivement, mais il n'y a pas un problème global de partage salaire-profit en France comme on l'a aux États-Unis par exemple. Et puis la deuxième question, c'est une question empirique, c'est-à-dire quelle est la façon la plus intelligente de corriger les déséquilibres du capitalisme. Pour un économiste, il s'agit d'externalités. Et je voudrais juste prendre une seconde sur Milton Friedman, parce qu'en général, tous les discours sur ce sujet commencent par dire « mais regardez, on est dans un capitalisme friedmanien où on maximise la valeur pour l'actionnaire ». C'est pas du tout ce que dit Milton Friedman. Quand vous lisez le bouquin de Friedman qui s'appelle Capitalisme et liberté, qui est un bouquin formidable, Friedman dit « les entreprises maximisent les profits pour l'actionnaire, mais sous des contraintes mises en place par l'État ».
Et Friedman dit, l'État doit s'occuper de réduire les inégalités, de faire en sorte que tout le monde ait une bonne éducation, de s'occuper de l'environnement. À l'époque, on ne parlait pas de climat et de CO2, c'est les années 60. Et donc, l'idée de Friedman, c'est que l'État est capable de mettre en place les contraintes, les incitations, les règles qui font que les entreprises n'ont pas ces comportements déviants. En particulier, il parle beaucoup de la concurrence et du fait que l'État doit assurer qu'il n'y ait pas de monopole. Donc il ne faut pas ignorer que ce que nous voyons, moi je suis assez friedmanien de ce point de vue, c'est quand même très largement une défaillance de l'État. Après tout, si on avait un prix du CO2 en Europe qui ressemble à quelque chose, si on avait une autorité de la concurrence aux États-Unis qui évitait les monopoles et si on était capable de s'entendre pour ne pas faire de concurrence fiscale, etc., et si aux États-Unis l'État s'occupait du partage des revenus, voilà. Donc je crois que quand même on est en train de parler beaucoup plus d'une défaillance de l'État que d'une défaillance des entreprises. Aucun libéral n'a suggéré que les entreprises spontanément allaient s'occuper du partage des revenus, du climat, etc. Donc partons du principe quand même que c'est d'abord un problème de l'État. Deuxièmement, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Pour un économiste, ça s'appelle réinternaliser des externalités. Donc il faut faire en sorte que les entreprises s'occupent des revenus, du climat, de la stabilité financière. Voilà. Et donc je crois qu'il y a une partie qui est vraiment de la responsabilité des États. De nouveau, il faut un prix européen du CO2, une taxe CO2 aux frontières, pour prendre un exemple. Il faut une autorité de la concurrence qui n'accepte pas les monopoles. Et je suis assez inquiet en fait du débat européen où on dit finalement il n'y a qu'à faire comme les Américains et créer de grands groupes monopolistiques forts en Europe. Il faut être très prudent quand on fait ça, parce qu'on crée des grands groupes monopolistiques, et après on a les GAFA, et après on pleure parce qu'ils ne payent pas d'impôts, et qu'ils ont des rentes. Et puis, il me semble ensuite que le reste, ça peut être l'organisation des instances dirigeantes de l'entreprise. Donc, je crois que la composition des conseils d'administration, c'est quelque chose qui est en réalité très important. Moi, je suis dans des conseils où les administrateurs indépendants font un très gros travail sur les dirigeants de l'entreprise pour changer un certain nombre d'orientations, où les administrateurs représentant les salariés font un très gros travail d'information du dirigeant. Donc c'est très important, je pense, la composition des conseils. Je ne suis pas sûr qu'il faille mettre beaucoup de salariés, il faut juste qu'ils fassent bien leur travail et qu'ils soient écoutés. Et puis, dernière chose, il faut que la finance fasse son travail. Et je crois qu'elle commence à le faire très sérieusement. Si vous suivez ça, il y a énormément d'initiatives de grands investisseurs aujourd'hui qui prennent des positions extrêmement dures sur la transition énergétique, sur la trajectoire carbone, etc., sur l'ESG, disons plus simplement des entreprises, avec des positions dures et en même temps constructives, où on va financer la transition. On ne peut pas demander à une entreprise d'être demain parfaitement parfaite, mais on peut lui demander un programme de transition et l'aider à le mettre en place. Et la finance va jouer un rôle très positif. Voilà. Alors, dernier point, je ne crois absolument pas à l'objet social de l'entreprise. Je pense que c'est totalement du pipeau, que c'est du marketing pur, et que ce qu'il faut, c'est que les entreprises, d'abord, aient les bonnes régulations, les bonnes incitations fiscales, les bonnes régulations, qu'il y ait une finance qui fasse son travail pour exiger une trajectoire d'amélioration ESG, et 3, que les conseils d'administration fassent leur travail pour que l'entreprise soit acceptée par la société. Après, elle peut écrire dans ses statuts qu'elle fait des yaourts pas chers et sympas, mais tout ça, c'est quand même, c'est pas très important. Alors, on va tous mettre des trucs bidons dans nos statuts, qu'on adore l'environnement, qu'on adore les pauvres et qu'on lutte contre la désertification. Honnêtement, c'est du pipeau total. Donc, il faut faire des choses sérieuses et pas c'est mon cas. Ça a le mérite de vraiment poser le débat, et donc il va y avoir du débat sur les différents éléments que vous avez avancés, sur régulation publique, entreprise à mission, rôle de la finance. Moi, j'aimerais bien entendre Armelle Wesman sur cette question, avec en particulier le point de vue, les premiers enseignements sur la crise, du point de vue de toutes ces problématiques ESG et investissement ESG, à la fois comme enseignement et comme possibilité de solution.
Alors j'ai une double casquette puisque à la fois j'ai un passé d'entrepreneur et puis d'associé au sein de Loi de développement durable. Donc je suis très baignée au sein des entrepreneurs de territoire puisque le réseau Entreprendre est présent partout en France et en même temps j'accompagne beaucoup de grands groupes. Donc du coup j'ai une vision double et sans doute moins macro, plutôt de praticienne. Moi, la première chose qui me frappe, et parce que j'ai aussi envie d'être positive pour construire la suite, c'est le potentiel extraordinaire, entrepreneurial, citoyen qui s'exprime en ce moment. Moi, je suis bluffée de choses qu'on ne verra peut-être pas dans les chiffres au final, mais le réseau Entreprendre au niveau national, c'est plus de 10 000 entreprises, petites entreprises, moyennes entreprises. La capacité de ces entrepreneurs et de leurs salariés, et je redis ça très fortement parce qu'il n'y a tellement aucune opposition dans ces moments-là, dans des structures dans lesquelles le sujet capitalistique n'est pas vraiment un sujet, le sujet c'est celui de la survie de ces entités-là. Moi je suis bluffée de la capacité d'agilité, de réactivité, de solidarité, d'inventivité sur le terrain qui est exceptionnelle, mais vraiment exceptionnelle, je le redis. Voilà, donc pour moi, c'est quelque chose qui est incroyable de vérifier ce potentiel, à la fois citoyen, individuel, urbain, de voisinage, qui pour moi est un matelas de résilience absolument fabuleux. Le deuxième point que je trouve extrêmement intéressant, c'est que, alors même que ce sont des sujets très experts, le lien qui existe entre celui du Covid et la biodiversité, tout d'un coup, ces sujets très experts, travaillés par des chercheurs en biologie du CNRS depuis des années, avec les modèles de pandémie tels qu'ils sont arrivés, décrits dans des livres incroyables il y a déjà 2 ou 3 ans, qui font état du fait que la déplétion de la biodiversité qui vient en premier lieu de la diminution de l'habitat des espèces, qui oblige un certain nombre d'espèces qui portent en eux des virus pathogènes, qui, quand ça reste dans une seule et même espèce, ne posent aucun problème, mais qui, quand elles sautent à une espèce autre, telle que l'homme, deviennent des vrais sujets de viralité. En fait, ces sujets-là, qui sont quand même très pointus, les sujets de climat, en fait, arrivent au devant de la scène, alors de manière très vulgarisée, très ouverte, et je trouve que c'est assez incroyable. Alors, je ne sais pas si c'est un phénomène médiatique, j'ai du mal à voir, je ne sais pas porter moi d'enseignement tout de suite, mais en tout cas je trouve intéressant que tout d'un coup le lien soit fait. Alors je suis assez pessimiste, j'ai l'impression que je ne suis pas sûre que le sujet du climat redevienne effectivement au premier lieu de l'agenda, alors même qu'il y a une urgence phénoménale. Il y a sur ce thème-là, je pense, une vraie différence et un vrai écart entre le fait que le sujet soit arrivé en tête des discours d'intention des entreprises et des notations, ce qu'on appelle ESG, et de la capacité de transformation réelle. Et on le voit bien, même dans les finances climat, on voit bien que beaucoup d'entreprises règlent leurs problèmes carbone en compensant et en allant planter des arbres. C'est des solutions qui existent depuis le protocole de Kyoto, depuis 1997. Il y a in fine, c'est pas inintéressant d'aller planter des arbres, mais enfin tout le spectre qui demande de réduire en profondeur, de changer ses pratiques pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, aujourd'hui, je ne peux pas dire que les entreprises, et les grandes entreprises de manière générale, se soient mis en marche massivement. Donc voilà, j'ai un sujet, premier enseignement, c'est-à-dire c'est intéressant, le sujet du climat est mis en avant. Je suis pas sûre que dans les pratiques aujourd'hui, enfin je suis même assez sûre que dans les pratiques aujourd'hui, toutes les conséquences de ce constat soient pas prises totalement. Troisièmement, je trouve qu'il y a un sujet, j'espère qu'il arrivera en tête de l'agenda, il y a un sujet qui est intéressant, c'est-à-dire que l'obligation de travailler en télétravail, la multiplication des manifestations à travers le digital, le numérique, qui a mis à l'ordre du jour des applications comme Zoom, comme Teams, comme House Party, il y a une explosion de ces applications, dont les 3/4 des éditeurs sont des éditeurs américains, sur des applications gratuites, et donc qui, en contrepartie de données, pour moi, il y a un sujet qui émerge massivement, c'est que, le digital est un outil de résilience majeur, mais aujourd'hui, il n'y a aucune gouvernance du digital et du numérique comme étant un bien commun ou un outil stratégique pour se réinventer. Ce qui fait que énormément d'entreprises sont passées sur des outils dont elles ne maîtrisent pas la transmission, l'évolution, l'utilisation des données. Donc voilà, autre enseignement, c'est-à-dire il y a quelque chose, moi, qui m'interroge. Il y a eu pléthore d'initiatives formidables.
Et en même temps, est-ce qu'on a une idée de la maîtrise de ces outils-là? Et puis dernièrement, je dirais uniquement cela. Moi, je pense qu'il y a quand même un sujet, n'en déplaise à mon précédent interlocuteur, il y a quand même, bon, on reviendra, je crois, sur le sujet et la qualité d'entreprise à mission. Je sais pas à terme. J'ai pas envie de lire une boule de cristal, mais en tout cas, quand je vois l'implication et la capacité de transformation voir pour un certain nombre d'entreprises, je pense que tout n'est pas jeté à la poubelle. Il y a un certain nombre de choses à critiquer sans doute, mais je ne balancerai pas le bébé avec l'eau du bain. Juste un tout petit point sur les salaires. Il y a quand même un élément fondamental d'interrogation sur les salaires du soin. Salaires du soin qui sont à 90% féminins. Moi, j'ai réuni un certain nombre d'entreprises qui gèrent aujourd'hui des auxiliaires de vie. C'est assez phénoménal. Alors oui, on les applaudit à 20h. Bon, pourquoi pas, je trouve que c'est assez gadget, ça. Bon, je pense qu'il y a un vrai sujet d'interrogation sur la revalorisation de conditions. Je peux dire cette chose-là, ce qui nous est remonté, beaucoup de ces femmes sont mères, un certain nombre monoparental, ont dû gérer en même temps la présence auprès d'un certain nombre de personnes en difficulté, leur vie de famille, dans des solutions de mobilité compliquées. Bon, voilà, moi je pense quand même qu'il y a un vrai sujet de société sur ces métiers-là, notamment du soin, qui sont centraux. Voilà, je ne vais pas plus tard. Alors, ce que je vous propose là pour la suite du débat, c'est qu'on va regrouper autour de trois thématiques et que je puisse vous poser des questions et que ce soit interactif, donc avec des réponses relativement courtes pour chacun d'entre vous. D'abord, sur le modèle de production, Olivia, vous avez parlé d'interdépendance, de spécialisation, en fait, de redéfinition aussi des chaînes de valeur, peut-être voire même de nouvelles souverainetés et de nouveaux secteurs stratégiques. Donc, je voudrais avoir votre avis là-dessus, en fait, parce que ça va être absolument essentiel, la question de ces nouveaux secteurs stratégiques, de ces nouvelles souverainetés, de cette relocalisation d'un certain nombre de secteurs peut-être, parce que ce que disait Monsieur Artus, c'est que ce n'était pas une critique du capitalisme tel qu'on le globalisait, mais peut-être que les réponses auraient peut-être été plus efficaces s'il n'y avait pas eu ce morcellement de la chaîne de valeur et cette externalisation d'un certain nombre de biens stratégiques, je pense notamment à la production de médicaments, d'antibiotiques, hors des lieux d'utilisation et de consommation. Olivia. Oui. Pour essayer de tracer une médiane entre les deux interventions précédentes de Patrick et de Armelle, je pense que Patrick Artus a raison sur une chose. À mon sens, ça n'est pas, et c'est important de le dire et de le répéter, ça n'est pas le grand soir du libéralisme, la mort du capitalisme. Et nous ne vivons pas aujourd'hui une crise sanitaire dont l'unique coupable est le capitalisme. Faut-il rappeler l'histoire du monde? Faut-il rappeler l'histoire des pandémies? Faut-il rappeler aussi peut-être, et pardonnez ma provocation, que peut-être même cette mondialisation, ce capitalisme et ce libéralisme vont nous permettre aussi de nous sortir peut-être plus vite que d'autres pandémies à d'autres époques et à d'autres moments. Je rappelle aussi, comme ça j'en profite, parce que j'aime bien critiquer le capitalisme comme on critique ce qu'on aime pour qu'il s'améliore. Je pense que le capitalisme, et faut-il le rappeler aussi, a quand même diminué la mortalité infantile, par exemple, dans le monde de façon redoutable depuis 1990, a quand même, quoi qu'on en dise, et les chiffres sont là, je ne vais pas vous estourbir, mais contribué à réduire les inégalités dans le monde. Et donc, je ne pense pas qu'il faille. Je pense que le pire danger dans notre débat, et on sera d'accord là-dessus, s'appelle la caricature. Je pense que ça n'est pas une crise fondamentale du capitalisme, c'est une crise pour le capitalisme aujourd'hui et maintenant, au XXIe siècle et dans les conditions actuelles. Pour répondre à votre question précise, Astrid, il va falloir faire beaucoup de choses. La première chose, puisqu'on parlait de défaillance d'État et de Milton Friedman, et donc je ne peux pas y revenir, je suis assez friedmanienne aussi, mais je pense que les États ont parfois été défaillants, mais les entreprises, les actionnaires, les investisseurs ont aussi, pour certains d'entre eux, été défaillants dans la construction de leur modèle, et je pense qu'on en reparlera après. Aujourd'hui, on a une défaillance au niveau de l'État, pour poursuivre le point de vue de Patrick Artus, et je le dis d'autant plus simplement que j'y siège.
On a mis beaucoup d'argent de l'État dans des organisations importantes de planification de l'innovation. Depuis le FSI, il y a 12 ans, aujourd'hui, on a le SGPI, le secrétariat général qui s'occupe de l'investissement dans les industries d'avenir. Aujourd'hui, pour être simple, je pense que les masses financières pour investir et consolider de nouveaux secteurs d'innovation pour la France sont là, mais qu'elles sont mal organisées et qu'elles ne sont pas opérantes. Il faut qu'on soit beaucoup plus dans la priorisation. On ne peut pas courir sur tous les marchés du monde. Je crois que c'est Patrick Artus, vous disiez tout n'est pas vrai pareil partout. Moi, je ne crois pas que tous les pays aient vocation à produire tout, partout, tout le temps. Et donc, je pense que la France va devoir réfléchir très sérieusement et très rapidement à ses priorités vraiment, en dessiner 5 ou 6, comme c'est, je crois, l'esprit au SGPI, mais il va falloir aller plus vite parce que le temps de l'innovation n'est pas le temps de la bureaucratie, ni de la technocratie. Et il va falloir qu'assez vite, la France et l'Europe, mais je crois que c'est aussi dans les tuyaux, décident d'investir massivement sur certains secteurs d'avenir, surtout en les ayant hiérarchisés. Pas saupoudrer, comme ça a été trop fait ces dernières années, mais mettre sa puissance, comme le dit par exemple Bruno Le Maire, sur des industries spécifiques. Il parle par exemple de l'hydrogène très souvent, ou des batteries électriques avec des avancées importantes avec les Allemands cette dernière année. Voilà la voie dans laquelle on doit continuer ensemble. Mais à nouveau secteur, nouveau paradigme. Ma grand-mère me disait souvent, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. On ne fera pas revenir des industries stratégiques avec l'état fiscal de notre pays. On ne fera pas revenir des industries stratégiques comme la pharmacie, les médicaments, la production de médicaments, que je connais un peu. Si on regarde le prix exorbitant des impôts de production qui viennent gréver la compétitivité française et qui sont largement supérieurs à nos voisins européens. C'est un cheval de bataille dont beaucoup de politiques discutent depuis très longtemps. Le gouvernement en avait parlé. Je pense que la crise rend extrêmement important cette réflexion, et plus que la réflexion maintenant, l'action aussi, sur le sujet des impôts de production, des impôts locaux, parce qu'on ne peut pas en même temps dire à des industries majeures « revenez dans nos territoires », parce qu'il s'agit de revenir dans les territoires pour produire mieux et dans des bonnes conditions, en ayant une fiscalité qui soit absolument rébarbative. Attention, je ne parle pas d'une fiscalité zéro, mais je dis, compte tenu de l'état aujourd'hui des impôts de production, on n'y arrivera pas. Je voudrais ouvrir le champ, et j'en termine. Ça m'a coûté assez cher d'en parler hier, mais c'est au cœur de notre groupe de travail, donc je vais me permettre de l'injecter. Peut-être y a-t-il des réflexions, et j'aimerais entendre Armelle là-dessus, par exemple sur une forme de conditionnalité entre la baisse des impôts de production et des engagements qui pourraient être pris par des entreprises. Je ne parle pas des TPE, je ne parle pas forcément des PME qui n'ont pas forcément la taille, je parle des ETI ou des très grandes structures qui, pour certaines, ont déjà des comportements en ESG, pour certaines qui peuvent être vertueuses. Je pense qu'il faut commencer à réfléchir aussi, comme on l'a dit hier au sein du groupe de travail, à comment l'État module, sans faire des usines à gaz, pour encourager, faire revenir, tout en baissant la fiscalité. Alors, Olivia, justement, il y a une piste qui a été avancée par Olivia, mais concrètement, comment favoriser les produits et les modes de production durables, ou en tout cas qui vont favoriser cette transition énergétique qui est absolument indispensable aujourd'hui? Pardon, Armelle, vous m'avez dit. Armelle, excusez-moi. Oui, Armelle. Oui, je voulais juste revenir sur un point. Moi, je ne suis pas sûre que le capitalisme existe. Voilà, je pense que il y a des formes d'organisation capitalisme qui désignent une forme d'organisation sociale différente. Je ne suis pas sûre que le capitalisme tel qu'il est vécu aux États-Unis peut être comparable à celui qui est en Allemagne ou à celui qui est en Chine. Voilà, je suis pas sûre que le débat sur est-ce que c'est le capitalisme ou pas le capitalisme, voilà, je pense que c'est un système vertueux sous bien des égards et comme le disait M. Artus, je crois qu'il y a des dérives sur lesquelles il faut recentrer. Mais voilà, donc je suis pas sûre que la critique soit là et d'ailleurs je pense qu'il faut même peut-être dépasser parce qu'on se heurte assez vite et on crée des oppositions parfois pas nécessaires. Sur le point de comment favoriser les produits et modes de production durables. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est une définition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
comment est-ce qu'on définit des modes de production et des produits durables. On a en France un certain nombre de critères ou de banques de critères. Alors on a l'ISO 26000. L'ISO 26000, c'est à la fois très intéressant parce que c'est un progrès, mais c'est une banque de tout un tas de critères divers et variés sur lesquels on ne peut jamais rien certifier, parce que c'est une démarche de progrès. Donc autant dire que c'est assez compliqué. Est-ce qu'on part de besoins essentiels? Un certain nombre de penseurs disent, voilà, il faudrait partir de tout ce qui est déjà durable, ce qui est essentiel au fonctionnement de la société. Alors là, compliqué, donc ça va être se nourrir, se déplacer, se loger, sur une pyramide de Maslow particulière. Est-ce que c'est un certain nombre de produits et services qui répondent à des labels divers et variés, sachant que la production de labels est très hétérogène et très différente, et on en a énormément. Donc c'est quoi des produits et des modes de production durables? Donc il faut déjà se mettre d'accord sur cette définition. Alors, il y a un premier sujet qui est intéressant, effectivement, c'est le climat, ou en tout cas les émissions de gaz à effet de serre. Je pense qu'il y a un relatif consensus sur le mur qui est devant nous et sur la nécessité de rester sous la barre, alors on a dit 2, mais en fait c'est 1,5, sous la barre du 1,5 degré de réchauffement. Sinon, on vit dans une planète invivable où la moitié des terres, voire les 3/4 des terres seront plus habitables dans une démographie qui est la nôtre. Enfin, je pense que le sujet est vraiment celui-ci, avec des sols qui ne seront plus cultivables, avec une nécessité de nourrir. Donc, il y a un mur qui est celui-là, qui est incontournable aujourd'hui. Sur la base desquels on peut essayer de se poser la question comment est-ce qu'on peut continuer à vivre dans des sociétés démocratiques, parce que l'enjeu il est celui-ci, démocratique, vivable avec la démographie qui est la nôtre, quelles que soient ses trajectoires, mais je veux dire dans un monde fini. Et voilà, donc partant de là, en fait, on change un peu les domaines de l'équation. C'est-à-dire, on ne se dit pas comment est-ce que l'existant doit réduire ses capacités. Parce qu'aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que toutes les stratégies mises en additionnel, les unes avec les autres, alors c'est extrêmement compliqué, je ne vais pas rentrer dans la cuisine, mais aujourd'hui, on arrive difficilement à moins d'une augmentation de 4 degrés. Donc, mais justement, 4 degrés. Oui. Armelle, quels sont, Olivia a parlé d'incitation fiscale, vous avez parlé de label qui est de l'information donnée aux consommateurs et donc faire confiance aussi à la pression des consommateurs. On peut aussi imaginer des salariés qui, à un moment donné, voudront aussi plus travailler des entreprises vertueuses que d'autres. Mais quels sont pour vous, du point de vue de ESG, les outils, en fait, que vous pourriez conseiller, soit pour les entreprises, soit pour les décideurs publics, afin, très concrètement, de réorienter les productions le premier outil, c'est pour ça que pour moi, il y a un sujet de définition qui vient sans doute de l'État et d'un ensemble d'organisations professionnelles qui définiraient les priorités. Le deuxième sujet, c'est évidemment, si je prends le sujet climat, carbone, c'est de se poser la question de la redéfinition des modèles de production pour être compatibles et adaptable à ces changements climatiques, c'est-à-dire d'avoir une approche qu'on appelle de chaîne de valeur, c'est-à-dire de systématiser, de me rendre obligatoire les bilans carbone sur tous les scopes pour déjà commencer à avoir des outils de pilotage et de faire rentrer les outils de pilotage carbone dans les outils à la fois de comptabilité, de pilotage, de choix stratégiques. Et pour moi, ça c'est assez simple, assez facile. Mais ça veut dire qui finance ces bilans carbone. Donc aujourd'hui, ça veut dire subventionner massivement la possibilité pour les entreprises de mettre en place des bilans carbone et d'intégrer des nouveaux indicateurs dans lesquels la finance carbone, la comptabilité carbone, alors on va rentrer dans des sujets intègre plein la gestion d'entreprise. Autre point, et dernier point, il y a un sujet sur l'économie circulaire de manière majeure. Puisqu'aujourd'hui on se rend compte qu'une grande partie, alors je vais être que sur le climat, mais évidemment c'est loin de résumer l'ensemble des critères ESG, mais on se rend compte que le sujet de la production et de l'extraction des matières premières et des approvisionnements concentrent plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre. On voit bien ce que les investissements dans l'économie circulaire pourraient apporter d'intéressant dans la possibilité de réutiliser des matières. Alors, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est sur un certain nombre de filières, l'absence de produits ou de machines techniques pour réutiliser les matières. Je m'explique. Par exemple, le textile aujourd'hui, nous n'avons pas de machines qui permettent de détricoter le cumul des matières différentes, puisque vous savez qu'on fait des pulls à la fois de la laine et de la laine, de l'aluminium, différents types de matières.
qui ne permettent pas aujourd'hui d'être détricotés. On a un outil formidable dans le nord de la France, qui est proposé par un laboratoire qui s'appelle le CETI, aujourd'hui sous-financé, largement sous-financé, qui nous permettrait de prendre un leadership très fort. Voilà. Les sujets sur les investissements, sur l'outil matière, économie circulaire me semble un élément important. Et puis, dernier point, et puis je m'en arrêterai là. Oui, parce qu'il faut faire pardon. Et c'est de réfléchir sur un sujet qui est une économie des communs, c'est-à-dire un certain nombre de propos et de sujets sur lesquels on s'accorde pour dire ça fait partie des communs et on décide de trouver une valeur qui ne répond plus nécessairement aux mêmes valeurs marchandes qui sont les nôtres aujourd'hui. Je m'arrête là parce que c'est des sujets beaucoup plus complexes. D'accord. On va passer au partage de la valeur. J'aurais voulu interroger Patrick Artus sur la finance, le rôle de la finance et de l'investissement pour avancer vers une économie décarbonée, mais on a peu de temps et je voudrais qu'on consacre aussi suffisamment de temps entre nous sur le partage de la valeur. Et donc, par rapport au dernier bouquin que vous avez écrit sur lequel vous suggériez que les salariés se révoltent, Patrick Artus, comment, du point de vue de politique publique, vous voyez une meilleure répartition de la valeur dans l'économie? Vous aviez dit que, effectivement, entre travail et capital, la France avait cette particularité qui était que les choses étaient bien relativement mieux réparties que dans d'autres pays. Mais il y a quand même un vécu, il y a des questions de mobilité qui sont peut-être plus réduites en France que dans d'autres pays, qui font qu'il y a cette perception aujourd'hui d'un partage inégal de la valeur, notamment en fonction de la pénibilité, de la reconnaissance d'un certain nombre de professions. Donc, quelles seraient vos propositions et vos pistes là-dessus, Patrick Artus? Je vais quand même prendre une minute pour continuer sur le débat d'avant et après je réponds tout de suite à votre question. Oui, il me semble qu'il faut une piste simple. Parce que si on construit des milliards d'usines à gaz, rien de tout ça ne se fera. La piste simple, il me semble, c'est d'abord d'unifier la notation ESG des entreprises. Ouais. Aujourd'hui, il y a à peu près, je ne sais pas combien, 20 fournisseurs de notes ESG avec des méthodologies totalement différentes, avec même une absence complète de correlation. Enfin, tu as 1770 indicateurs aux États-Unis. Suivant les différents fournisseurs. Donc, il faut une méthodologie unifiée où on ait un score, quoi, je veux dire, avec les mêmes sous-questions, les mêmes sous-critères, etc. Donc, il faut harmoniser complètement ça, qu'on sache de quoi on parle. Il y a plein de fonds, par exemple dans la finance que je connais mieux, il y a plein de fonds ESG, mais comme ils ont chacun un fournisseur ESG différent, ils n'ont pas les mêmes critères, donc on ne parle pas de la même chose. Donc il faut unifier la méthodologie. La commission avait commencé, mais ils se sont arrêtés en route, et donc on a cette multitude de... Bon, malheureusement, comme on en discutait l'autre jour au téléphone, ça finira par être unifié par Standard & Poor's et Moody's, mais finalement, why not, donc on aura une note ESG des grandes agences de rating. Il faut fondre cette note ESG dans le rating de l'entreprise. Moi, je déteste l'idée qu'il y a la notation financière et la notation extra-financière. Il faut faire une notation. L'entreprise, elle a une note et dedans, il y a une composante financière et puis il y a des composantes extra-financières. Et l'entreprise, elle a une note. Donc, c'est autant une partie de la note que la notation financière. Et après, tout se passe assez simplement parce que le rating financier de l'entreprise, aujourd'hui, il détermine son coût de financement, sa capacité à investir. Les entreprises font plein d'efforts pour améliorer leur rating financier parce que ça a des implications pratiques dans leur vie. C'est leur coût de finance, leur accès à la finance. Si on a une notation unique d'entreprise qui inclut le ESG, les entreprises feront des efforts d'elles-mêmes pour améliorer leur note ESG parce que ça aura une implication pratique. Donc, en fait, il faut transformer l'ESG d'une espèce de score moral en un score qui a des implications pratiques pour l'entreprise, comme la notation financière. Simplement, les grandes agences de rating n'aiment pas du tout ça, parce qu'elles ont conçu ça, l'ESG, comme un business additionnel, qui fait qu'elles vendent à l'entreprise le rating ESG comme source de profit supplémentaire pour elles. Et donc, c'est un nouveau business séparé qui leur rapporte de l'argent. On va en parler après, parce qu'on a une dernière partie qui sera consacrée à la finalité des entreprises. Donc là, moi, j'aimerais... Oui. Je regarde l'heure, parce qu'à nouveau, mais c'est fort intéressant ce que vous dites. Oui, parce alors que je passe à votre question. Je suis confrontée à la multiplicité des méthodologies, donc je connais ça. Moi, je fais ça toute la journée et c'est affreux. Alors, je réponds à votre question. Partage de la valeur, parce que c'est... Si on était américain, ça serait pas très compliqué. Oui. Aux États-Unis, les 40% d'Américains en bas de l'échelle des revenus ont le même pouvoir d'achat qu'il y a 30 ans. Oui. Et 50% des gains de productivité ont été pris par les 5% d'Américains en haut de l'échelle des revenus.
Donc, il n'y a pas de sujet. Aux États-Unis, on signe dès demain pour Sanders. Malheureusement, il a disparu. Enfin, je veux dire, il y a un problème majeur de répartition des revenus où 40% des gens ne voient jamais l'ombre du début d'un gain de productivité à venir augmenter leur rémunération. Nous, on n'a pas du tout ce problème. On a des problèmes qui sont sur certaines catégories professionnelles, je suis entièrement d'accord. Il y a la santé, il y a la distribution, il y a le transport, il y a sans doute un peu la sécurité, il y a sans doute pas mal l'agriculture. Donc il y a des catégories professionnelles qui ont des rémunérations qui n'ont aucun rapport avec leur statut, leur rôle dans la société. Mais on n'a pas de problème macro. Je veux dire. Donc on n'a pas augmenté les salaires. Je veux dire, globalement, on n'est pas dans un pays. Alors, si on se plaint que les salaires sont bas, en fait, il faut se plaindre que la productivité est basse, Mais on n'a pas, depuis 30 ans, le partage des revenus, les salaires ont augmenté plus vite que la productivité, en France. Alors que dans l'OCDE, globalement, les salaires n'ont augmenté que comme le tiers de la productivité. Donc, on est une totale anomalie dans l'OCDE. Donc, à PSE, mon voisin de gauche, c'est Thomas Piketty. Donc, si vous voulez, on a des discussions homériques, mais non, mais si vous voulez, il faut pas parler des États-Unis en faisant croire qu'on parle de la France, Patrick, c'est quand même un piège dans lequel beaucoup de gens tombent assez souvent. Donc voilà. Donc la France, c'est très bizarre. C'est un pays où, dans le capitalisme néolibéral, il n'y a pas eu de déformation du partage des revenus en faveur des profits. Et il n'y a pas eu de ce fait d'augmentation des inégalités, parce que c'est complètement lié. Voilà. Donc, on a un problème plutôt de microéconomie sociale. Oui. C'est qu'il y a des catégories sociales qui sont mal considérées, mal payées, et on le sait. Mais je ne crois pas qu'on ait un problème de macroéconomie du partage des revenus. Alors, on a eu, et je finis là-dessus, un débat, on a toujours ce débat sur les dividendes. Ce débat m'irrite totalement. J'aime pas les débats démagogiques. Parce que si vous êtes aujourd'hui... D'abord, il y a quand même plein de Français qui ont des actions. C'est pas seulement 3 milliardaires. Parce que tous les Français qui ont de l'épargne d'entreprise ou qui ont de l'assurance vie, etc., ont des actions, et c'est quand même beaucoup de monde. En fait, les actions sont détenues par, en gros, la moitié des Français au-dessus du salaire médian, quand vous regardez les chiffres. Et donc, il y a plein de gens qui sont des petits porteurs d'actions, des retraités, des salariés dans leurs entreprises. Donc les dividendes, c'est du revenu, pour beaucoup de gens. C'est pas simplement un truc qui nourrit quelques milliardaires. Et puis, quand vous achetez aujourd'hui 100 d'actions, en moyenne, vous recevez avant impôt 3 de dividendes, et puis la réforme de la fiscalité de ce quinquennat, vous payez 1 d'impôt et il vous reste 2. Vous avez un revenu net des impôts, 2% de votre investissement en actions. Donc j'ai du mal à croire que c'est exagéré comme rendement. Donc si vous voulez, il ne faut aussi pas tomber dans des débats démagogiques. Les dividendes, ça tombe dans la poche de plein de gens. C'est une rémunération d'investissement qui, compte tenu du risque, est faible en réalité, et il n'y a aucune anomalie. Et d'ailleurs, il n'y a aucune preuve, soit pour l'ensemble des entreprises, soit pour le CAC 40, que les dividendes aient eu un effet négatif sur les salaires ou sur l'investissement. On ne peut absolument pas démontrer ça. C'est d'ailleurs pas vrai. Donc attention aussi aux faux débats. Donc le vrai sujet en France, à mon avis, c'est de la micro. C'est comment on fait pour que les infirmières, les livreurs, les gens qui travaillent dans la grande distribution aient des rémunérations plus élevées. Comment on fait pour que leurs entreprises soient capables de payer ces rémunérations plus élevées. Le dernier point que je voulais dire, alors qui n'est pas un point structurel, qui est un point plus conjoncturel, c'est qu'en sortie de cette crise, les entreprises vont aller très mal. Vous allez avoir des entreprises qui seront énormément endettées, heureusement, parce que si elles ne s'étaient pas endettées, elles auraient disparu, qui auront des profits en forte baisse, qui auront des chiffres d'affaires en forte baisse, et qui vont. La dernière chose qu'elles auront envie de faire, c'est d'augmenter les salaires. Donc il va falloir aussi réfléchir à la façon dont on rend compatible cette exigence sur certaines professions et la capacité des entreprises. Alors il y aura une diversité sectorielle très grande. Il y a des salaires qui sortent de cette crise mieux. Tout ce qui est tech, en gros, et puis il y a des secteurs qui sortent dans un état dramatique. Mais qu'est-ce qu'on dit aux entreprises? Vous avez vu le débat qui a commencé avec le MEDEF. En moyenne, les entreprises vont aller très très mal. Et donc, on va entendre Grégoire là-dessus, puisqu'il y avait pas mal de choses qui avaient été entamées avec la loi Pacte sur l'information sur les écarts de salaire dans les documents de référence. Oui, bien sûr. Est-ce que, là, je voudrais m'adresser à la rapporteure, présidente de la commission de la loi Pacte. Comment est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il faut continuer à avancer sur ces problématiques-là, Olivia? Alors, il faut évidemment continuer à avancer.
Et autre question qui est peut-être un peu difficile, Olivia, mais c'est comment est-ce que par la loi, on peut régler ces problèmes microéconomiques que soulignait Patrick, hein, qui sont et Armelle aussi, qui sont des sujets aussi très catégoriels en fait liés à certaines professions. Vaste question sur laquelle je vais essayer d'être rapide. Comme j'ai bien aimé Patrick Artus, j'aime pas la démagogie, parce que moi non plus j'aime pas la démagogie, je vous l'emprunte. Entre nous, mais on va en parler, si c'était aussi simple sur l'ESG, je pense que ça fait un moment que ça volerait mieux. Et je pense qu'on a quand même, et Armelle, vous le disiez, on a beaucoup de données, etc. Moi j'ai quand même, et on en reparlera à un autre moment, mais moi j'ai beaucoup de retours sur la qualité des données. Si c'était aussi simple de mettre des données en open data en Europe sur DAPERF ESG, je pense qu'on le ferait. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup, au-delà de la notation et des labels ESG, je pense qu'il y a vraiment un sujet de données, mais c'est un sujet à part entière, mais c'est aussi à l'origine du sujet, parce que si on n'a pas les bonnes données, on n'a pas les bons critères. Je ne fais pas de sujet spécifique sur le rating financier, peu importe où qu'elle soit, Patrick Artus, je pense qu'il faut qu'on la voit. Si elle est intégrée dans le rating, vous avez assez d'expérience et je trouve que c'est une idée intéressante. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'aujourd'hui, des boîtes qui font ces efforts, des boîtes qui établissent le partage de la valeur, des boîtes qui ont changé leur mode de production aient des bénéfices et des avantages. Elles ne le feront pas post-crise pour les beaux yeux des gouvernements ou parce que l'opinion l'attend. Et vous avez dit, on s'attend à une crise économique dramatique. Donc, on a vécu 2008, on a vécu le tremblement de terre de la RSE qui a eu beaucoup de mal à survivre post-2008. Aujourd'hui, si on veut que l'ESG rentre vraiment dans les pratiques, je pense que c'est un sujet absolument fondamental. Je précise, pardon, mais l'Europe n'a pas abandonné. Ça n'est pas BlackRock qui le fait, ni Moody's, ni Standard & Poor's. Patrick de Cambourg me le disait encore cette semaine. Les engagements de l'Europe et de la Commission européenne sur la performance extra-financière dans le cadre du Green Deal seront bien publiés en décembre 2020. Donc, je ne vous cache pas que j'en fais un sujet de souveraineté européenne. Je pense que c'est extrêmement important qu'on ne délègue pas l'ESG comme on a délégué d'autres normes comptables dans les années 2000. On n'aura peut-être pas le même point de vue, mais je pense que c'est un sujet important pour l'Europe et à cette heure, c'est encore au menu décembre 2020. Pour répondre à la question que j'ai évidemment oubliée, parce que j'ai répondu à l'autre d'abord. De la valeur ajoutée. Oui, alors, pour aller très vite, je prends le point de Patrick Artus sur les salaires. Même si c'est pas avec les États-Unis que je me compare en permanence, parce que je pense que les modèles sont globalement différents, et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le sujet générationnel. Voilà, on en parlera peut-être dans un débat dépendance, mais je pense que ce qui nous attend devant nous en matière de métier du care n'est pas à sous-estimer. C'est aussi une révolution dans les emplois et dans les modalités d'emploi. Moi, je pense à tout ce qui est à côté du salaire. En plus du salaire, on en avait parlé et on en a fait en partie dans le pacte. Je pense à l'intéressement, je pense aux dispositifs de participation qu'on a essayé de faciliter et surtout de rendre moins onéreux pour les entreprises, parce qu'on marchait quand même sur la tête avec ce forfait social, où la boîte donnait des sous ou un intéressement à ses salariés et où l'État venait se fonctionner. Donc on a rétabli ça. Je pense que, là-dessus, il faut aller beaucoup plus loin. Et je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin sur des choses très simples. Vous savez, on parle souvent d'intéressement et de participation. On a oublié le mot qui était avant, à l'époque aussi du général de Gaulle déjà, c'est prime. Je pense qu'il faut penser prime. Je pense qu'il faut penser un peu plus agile que le salaire et je pense qu'il faut penser notamment post-crise parce que nos entreprises vont être pour partie abîmées en matière de compétitivité. Il faut un peu de flexibilité, il faut des primes d'intéressement, de participation. Il faut penser aussi en comptant. Et ça, je crois que c'est un sujet de confiance politique, parce qu'on est quand même sur un débat aussi politique. Les Français sont fatigués qu'on leur promette des primes à 1 000 €, qui finissent au final, sonnant et trébuchant, à 560 € sur leur compte en banque, une fois les impôts partis et les cotisations prises. Je pense qu'il faut penser simple, défiscaliser, désocialiser, quitte à ce que ce soit moins, mais que ce soit simple, sonnant et trébuchant. J'en termine, au-delà du salaire, au-delà des dispositifs de primes, de participation et d'intéressement qu'on peut encore faciliter,
on va pas se mentir, et je pense que Armelle, vous en voyez beaucoup, il y a beaucoup d'entreprises petites et moyennes qui veulent donner plus de participation. C'est encore trop compliqué. L'État, voilà, une autre défaillance de l'État. C'est beaucoup trop complexe. Il faut qu'on fasse sauter ça, il faut qu'on fasse des propositions beaucoup plus simples. C'est l'enfer pour un patron de PME de distribuer une prime de participation. Donc, il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. Il y a un autre dispositif, et là, je vais revenir sur les États-Unis, sur lesquels je pense qu'on doit beaucoup travailler et faciliter, ce sont les actions gratuites. On a un problème avec le capital, Patrick Artus l'a dit, et on a un problème souvent dans le partage du capital en France. Il faut que nos entrepreneurs réfléchissent. C'est pour attirer des talents quand on n'est pas en crise, c'est souvent pour garder des talents quand on ne peut pas les payer plus en salaire. Mais je trouve ça très important pour notre économie qu'on raisonne en ouverture de capital et en actions gratuites, notamment pour les salariés. On bosse, et de plus en plus, notamment chez les jeunes, parce qu'on gagne des sous, mais la génération qui arrive bosse parce qu'elle veut du sens. Et ce sens, c'est aussi, peut-être, être un actionnaire de moyen ou long terme, même dans une petite structure. D'accord, très bien, merci. Merci Olivia. On va justement parler maintenant de finalité des entreprises. On a eu… Je suis vraiment désolé d'intervenir, mais j'ai 2 minutes, parce qu'après j'ai un autre… Oui, tout à fait, sur la finalité des entreprises. Comment, Armelle, en quelques mots, comment, parce que les entreprises à mission, c'est un outil qui a été mis en place dans la loi Pacte, comment est-ce qu'on peut développer aujourd'hui plus encore en France les entreprises à mission? Oui, juste un mot sur les entreprises à mission. Les entreprises à mission, c'est pas un statut d'entreprise, c'est une qualité d'entreprise. Je pense que c'est ultra important de le dire, et qui effectivement aujourd'hui dans la loi est quand même très très ouvert, et il faut bien reconnaître qu'un certain nombre d'entreprises ne savent pas très très bien comment s'en saisir, puisque aujourd'hui les conditions pour définir une entreprise à mission sont encore très ouvertes, et que le décret d'application l'a laissé assez ouvert parce qu'on ne sait pas très bien quoi vérifier. Bon. Néanmoins, et c'est la raison pour laquelle je disais, moi je trouve qu'il ne faut pas balancer le bébé avec l'eau du bain, c'est que en absence d'éléments français, c'est-à-dire la définition d'entreprise à mission, c'était encore une fois les Américains et donc les labels américains qui prenaient la main, avec notamment un label qui est fabuleux et opérant par ailleurs, qui est le label Bicorp, qui est très efficace, mais qui est un label défini par des Américains, dont l'association mère est aux États-Unis, et donc qui s'immerge dans la définition d'un capitalisme à la française. Voilà, donc je pense que c'est extrêmement important de cette saisie du sujet. Et si on voit le niveau d'engouement pour le label Bicorp qui a existé aux États-Unis, j'espère que les entreprises vont pouvoir créer cette mouvance. Alors, comment est-ce qu'on peut diffuser ? Est-ce qu'il est souhaitable que toutes les entreprises soient demain entreprises à mission ? Je ne suis pas sûre. En revanche, je pense qu'il est souhaitable que des entreprises à mission qui fassent la différence, c'est-à-dire qui transforment en profondeur leur secteur, qui soient capables de proposer des solutions, pas qu'au niveau de leur propre entreprise, mais au niveau de leur marché, de leur filière, de leur territoire. Donc voilà, moi j'aurais tendance à dire, pour d'abord faire en sorte que l'entreprise à mission fasse la preuve de son concept, parce qu'il y a un vrai questionnement, il y a quelles sont les entreprises qui demain vont vraiment faire la différence. Il y a une communauté très vertueuse qui s'est créée, qui s'appelle la communauté des entreprises à mission, qui s'est saisie du sujet avec la CAMIF en tête de pont. Voilà, je pense que il faut moi j'aurais une approche très humble, c'est-à-dire des entreprises de pointe qui sont capables de transformer pas seulement leur entreprise, mais leur secteur et leur filière, sur lequel investir massivement et leur donner les outils pour qu'ils réussissent la transformation de leur filière. Voilà, donc moi je répondrai très courtement, j'ai compris qu'on n'avait pas le temps. Voilà. Avant que Patrick nous quitte, soumettre à vous trois une question qui vient d'une internaute, Solène. Et c'est cette question en conclusion que je voudrais vous poser à tous les trois. C'est quelle est l'idée la plus disruptive et la plus crédible que vous ayez entendue pour mieux réguler le capitalisme ? Patrick, comme vous devez partir, vous avez 2 minutes pour pouvoir répondre à cette question. Quelle est l'idée la plus disruptive et en même temps la plus crédible que vous avez envie de défendre sur la question de la régulation du capitalisme ou des nouvelles régulations ? Je vais plaider pour ma paroisse. Moi, je pense que aujourd'hui, assez curieusement, et même si c'est politiquement peut-être compliqué à accepter, c'est la communauté des investisseurs qui joue le rôle le plus constructif. Le PDG d'une grande entreprise, si les gens qui ont investi dans son capital lui disent « mais le maintien de notre participation est conditionné à l'affichage d'une trajectoire carbone, à la victoire d'une amélioration de vos notes ESG », et que si vous ne le faites pas, je vais sortir de votre capital, c'est 1000 fois plus efficace que n'importe quoi d'autre.
Donc moi, je crois que, assez bizarrement, et c'est sans doute une idée que l'opinion aura du mal à accepter, qu'il y a un rôle qui est aujourd'hui extraordinairement constructif de la finance, avec des grands investisseurs, les plus grands, qui se sont mis ensemble. Par exemple, il y a un groupe qui s'appelle Climate 100, qui va voir les présidents et qui leur dit montrez-nous comment vous faites zéro net émission carbone en 2050. Il ne suffit pas de le dire, dites-nous comment vous le faites, c'est quoi la technique, comment vous allez changer vos produits, vos modes de production, etc. Donc moi, je sens que ça, c'est extraordinairement efficace comme moyen d'action. Okay. Et pourquoi ça se passe comme ça dans la finance? Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles, il y a une espèce de corps social, les jeunes gérants d'actifs, les clients, les épargnants, qui ont envie que ça se passe comme ça. D'où la nécessité d'avancer vers une notation commune qui unifie à la fois la notation financière et… Oui, alors à nouveau, on le fait sur la partie qui est la plus facile à quantifier, qui est l'empreinte carbone. Ouais. Y compris Scope 3 pour les techniciens, c'est-à-dire y compris le carbone émis dans l'utilisation du bien, pas seulement dans sa production. Et là, il y a quand même là une technologie, une méthodologie qui est relativement stable, avec des boîtes sérieuses qui font ça, et on peut certifier une empreinte carbone, alors que c'est beaucoup plus difficile sur un score ERG plus complexe. Et donc, au moins sur le carbone, il me semble que aujourd'hui, il y a des progrès qui se font, qui se feraient pas sans la pression de la finance, c'est tout à fait clair. Très bien. Merci beaucoup, Patrick. Je sais que merci beaucoup à vous tous. Merci. Armel, bonne soirée. Bonne soirée, Patrick. Merci. Merci beaucoup. Quelle serait, Armel, pour vous, l'idée la plus disruptive pour introduire ces nouvelles régulations? Pour moi, c'est toujours difficile, mais une idée, c'est vraiment mettre en place les conditions d'une économie du bien commun, développer très bien, 1000 fois mieux que ce que je ne pourrais faire par le prix Nobel Jean Tirole. Ou Gaël Giraud, qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est-à-dire convenir aujourd'hui d'un spectre de biens communs très clair sur lequel investir et reconstruire. Je pense que c'était un des sens aussi des sujets qui a été très mal compris à travers le PAC sur la raison d'être, qui est la possibilité pour les entreprises. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain nombre de routes, de ponts, d'infrastructures nécessaires à notre vivre ensemble en France qui devraient être réparées, sur lesquelles il faut investir massivement, qu'un certain nombre d'entreprises qui devraient en prendre soin ne peuvent pas le faire parce qu'il y a de l'actionnariat à court terme qui empêche de projeter des propositions d'investissement sur 25, 40, 50 ans. C'est de ça dont on a besoin aujourd'hui, c'est-à-dire de définir un certain nombre de biens comme biens communs pour construire des stratégies d'investissement de très long terme et qui sont le socle pour moi du devenir et de la survie d'un capitalisme à visage humain. Très bien. Olivia, pour vous-même, le mot de la fin parmi les trois derniers intervenants, l'idée la plus disruptive que vous voudriez pouvoir introduire dans le prochain projet de loi Alors déjà, je vais être vraiment disruptive, Astrid, et je m'en excuse, mais je vous répondrai après. Mais si je voulais vraiment être disruptive, je vous dirais rien. Parce que les grands soirs et les grandes idées disruptives qui changent le monde, j'en lis tous les jours, et beaucoup en ce moment d'ailleurs. Armel le disait d'ailleurs au démarrage, et heureusement, remarque, c'est plutôt bien. On a de plus en plus de gens qui découvrent le mot zoonose, par exemple, donc c'est bien. La mise à mal de la biodiversité avance, sa corrélation avec notre état sanitaire avance. Donc je vous dirais, si je voulais être un peu provocante, mais je ne le serai pas, surtout pas de grands soirs et les grandes idées extraordinaires en médias, mais qui ne volent pas dans la vraie vie et qu'on ne peut pas voter au Parlement et qui ne passent pas en Europe et qu'on ne peut pas déployer dans le monde, pour l'instant, ils ne nous ont pas permis à avancer sur grand-chose sur l'ESG. Bon, après, je vais quand même répondre. D'abord, il y a un truc qui m'a un peu marqué dans le débat. Vous dire que j'ai trouvé le débat très intéressant et de bonne qualité. J'ai rencontré deux personnalités très intéressantes. Ah, ça vous trois, Mais merci. Et je me permettrai de recontacter Armel. C'est très intéressant et de très bonne tenue et sans caricature. Donc, merci. Moi, je plaide pour que dans l'ESG, on n'oublie pas le S et le G. Je pense que le E, et c'est plutôt bien parce que je pense que la prise de conscience, si tardive qu'elle soit, a été un peu plus précoce sur le E que sur le S ou le G. Et je pense que le pilier et la notation en réalité environnementale, tout ce qui on n'est pas très loin en termes de modélisation. Il y a beaucoup de gens de talent qui travaillent dessus. On n'est pas très loin d'arriver à quelque chose. Sur le S et le G,
C'est plus complexe et c'est monstrueusement complexe, notamment en Europe. Je veux dire, quand on n'a pas de salaire minimum dans tous les pays, quand on n'a pas le même code du travail dans les mêmes pays, enfin, quant à la gouvernance, au droit économique, etc., j'en parle même pas. Donc, je voudrais juste plaider pour le S et le G, parce qu'on parle beaucoup du E, mais pour moi, ils marchent ensemble. Et comme la mise à mal de la biodiversité marche avec la mise à mal de la santé humaine, le E, le S et le G doivent marcher main dans la main, et le G doit servir le E et le S. Mais si je peux me permettre là-dessus, je pense qu'il faut même faire exploser cette sémantique. Opposer le E et le S nous mène dans une impasse grave. Le sujet, et je pense qu'il faut être des nantis comme nous sommes dans un pays dans lequel on ne voit pas immédiatement l'impact humain des enjeux environnementaux pour ne pas faire le lien immédiatement. Donc je pense que les termes de RSE, de ESG, il faut les faire exploser. D'abord parce qu'ils véhiculent un imaginaire aujourd'hui qui est pesant. Pour le voir dans les entreprises, il y a un certain nombre de gens qui voient arriver l'obligation RSE comme une pesanteur, que bien souvent les déclarations d'intention sont très éloignées de la réalité du terrain. Et à l'inverse, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'entreprises qui font les choses très très bien ne savent pas très bien le dire. Hein. Donc je veux vraiment surtout pas. D'où l'importance aussi de la performance extra-financière. RSE, ESG aujourd'hui doivent exploser. C'est une requête qu'on a nous très souvent. Les Américains ont mis sustainability. Je trouve ça pas inintéressant de dire comment est-ce que la durabilité, la soutenabilité, la résilience sont en termes. Mais encore une fois, l'opposition, quelle qu'elle soit entre le E et le S, vraiment nous mène dans une impasse. C'est d'ailleurs à peu près le sens de ce que je viens de dire. Hein, parce tout à fait. Pas les opposer. Le seul truc que je vous dis, parce que je le ressens aussi et j'arrive à la réponse, mais je le ressens aussi beaucoup des Américains. J'ai pas parlé sur le Bicorp tout à l'heure, mais moi, la matrice américaine et ses 1770 indicateurs qui ne fonctionnent pas intrasectoriels, je ne suis pas sûre que ce soit un modèle de facilité, mais je ne voudrais pas rentrer dans un débat technique. Juste une chose, Armelle, j'entends la pesanteur sur la RSE, mais je trouve qu'il faut faire gaffe parce que je trouve qu'on avance, mine de rien. ESG, peut-être pas. Sustainability, peut-être. Mais en revanche, si on veut quantifier et notifier, il ne faut peut-être pas faire péter tous les repères alors même que des nouveaux arrivent. Donc je me dis, il faut peut-être, quitte à penser à l'appeler autrement dans quelques temps, mais si on veut parvenir à cette performance pour des entreprises notamment qui sont déjà vertueuses, et vous venez d'en parler, c'est-à-dire ces boîtes qui font déjà beaucoup de choses et qui ne savent pas forcément se mettre le plus en avant dans leur rapport développement durable ou leur rapport intégré. Hein, bon. Mais c'est justement peut-être par des mauvais acronymes que comptablement, on va finalement réussir par y arriver. Je voudrais juste répondre à la question d'Astrid, mais ça me permet de faire le lien. On a parlé de la loi Pacte avec plus ou moins de tendresse. Moi, je me marre parce que c'est comme la pub Twingo. Hein, il y a 25 ans, certains n'étaient pas nés, mais qu'est-ce qu'on m'a dit que ça ne marcherait jamais? D'abord, et qu'on n'y arriverait jamais. Il faut du temps. Et je m'en rends compte depuis que je suis élue. Vous savez, moi, j'étais une petite entrepreneuse avant. Il faut du temps avant qu'un dispositif marche dans l'opinion, que les entrepreneurs n'en soient pas effrayés, qu'il n'y ait pas de contentieux. Bon, je trouve quand même que ce soit la raison d'être ou les entreprises à mission, je trouve que ça pénètre plutôt bien et que ça avance plutôt bien. Ça ne se compte pas en nombre, mais je trouve que l'état d'esprit, que les entrepreneurs, qu'on en parle et que ça évolue. Il manque le troisième étage, et c'est là-dessus que je voulais vous dire mon idée. Il manque le fonds de pérennité économique, qui est le troisième étage de la loi Pacte. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais le décret n'est toujours pas paru, hein, on revient toujours au même problème. Ça doit permettre, si vous voulez, pour le dire simplement, de dégager une partie de l'actionnariat salarié pour le mettre au sein de fondations dont le seul objectif, pour aller vite, c'est l'inverse d'un fonds d'investissement, dont le seul objectif serait de contribuer et de financer la mission que l'entreprise s'est choisie. C'est ce qui existe un peu aux Pays-Bas déjà, c'est ça? Exactement, c'est la fondation d'actionnaires. C'est un outil redoutablement efficace au plan financier pour d'abord préserver l'actionnariat salarié en cas d'OPA hostile, et mon petit doigt me dit qu'on risque d'en voir pas mal dans les mois qui viennent. Mais vous voyez, puisque vous demandez quelque chose de disruptif, ça me permet de clore. Patrick Artus disait les investisseurs, c'est sur eux qu'il faut mettre la pression pour qu'ils le mettent au niveau de la gouvernance sur le corporate, enfin sur le décideur. On a demandé du disruptif. Peut-être qu'un jour,
quand on aura des fonds de pérennité économique avec des actionnaires salariés à 35 ou 40% des entreprises. J'espère qu'on peut rêver qu'un jour les salariés puissent véritablement peser et peser plus sur les grands choix de l'entreprise. Et je trouve que la fondation d'actionnaires ou fonds de pérennité économique, peu importe comme on l'appelle, mais pour moi c'est un outil de gouvernance important. Et si j'adhère sur l'importance des investisseurs, je ne souhaite pas un monde où il n'y ait que leurs choix qui prévalent. Exactement. Merci. Donc, moi aussi, j'ai trouvé ce débat très intéressant en tant qu'observatrice et animatrice, et on voit qu'il y a des pistes qui se profilent. Et on voit, au-delà des régulations mises en place par les décideurs publics, il y a un rôle absolument fondamental des entreprises, à la fois parce qu'elles vont être aussi porteuses des innovations technologiques qui vont être les solutions autour de tout ce qui est transition, climat, etc., mais aussi parce que c'est elles qui sont les acteurs, les acteurs en première ligne. Et on a vu également d'autres solutions se dessiner, telles que vous les avez imaginées, autour de le partage de la valeur. Moi, ce que j'ai aimé dans ce débat, c'est que vous avez bien identifié qu'il y a aussi des problématiques très catégorielles auxquelles il va falloir répondre, les métiers du care, les métiers autour des services qui sont à la fois extrêmement précieux mais très peu reconnus et avec des solutions très spécifiques parce que l'actionnariat salarié peut marcher pour certaines de ces professions, mais pas pour celles qui sont notamment dans les secteurs publics ou parapublics ou des toutes petites structures associatives. Et pas mal de solutions aussi sur les modes de production dans un monde où il va falloir relocaliser ou en tout cas réfléchir au circuit de production et à ce qu'on considère comme des biens stratégiques. Pour information, lors des premiers débats j'ai pu animer avec Jean Viard, il disait qu'il y avait des secteurs stratégiques autour de se soigner, s'éduquer, s'alimenter, se défendre, qui doivent être aussi, à l'aune de cette crise, revus complètement dans la nécessité, en tout cas, de revoir ça comme des biens stratégiques. Donc, merci beaucoup. Je pense que, Olivia, toi qui pilotes, vous qui pilotez ce groupe… Bon, on va auditionner Armelle, on va vous inviter. Vous qui pilotez ce travail pour La République En Marche, on a beaucoup de choses qui ont émergé. Les internautes vont pouvoir continuer à contribuer, les adhérents aussi. Et je voudrais juste dire à ceux qui nous regardent que je vous donne rendez-vous, le mouvement vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un autre thème qui est faire vivre l'esprit de solidarité. Et donc, ça aura lieu vendredi 15 mai à 18h. On vous attend très nombreux. Et d'ici là, merci, bonne semaine et merci aux intervenantes et à Patrick Artus. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.